de 500 millions de francs CFA, c'est la valeur des équipements offerts à l'abattoir frigorifique de Sabalibougou-Kourani. Cet appui du gouvernement s'inscrit dans le cadre du projet à la compétitivité de l'économie malienne. C'est pour améliorer les conditions de travail du dit établissement. La 12e réunion du comité de pilotage gouvernement secteur pétrolier s'est tenue hier à l'approche du mois de Ramadan. Il a été question de la gestion des stocks de carburant et sa sécurisation et surtout sa sécurisation était donc au menu de cette rencontre. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le gouvernement renforce la capacité opérationnelle de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou-Kourani. La structure a été dotée d'équipements d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. La dotation est composée de camions réfrigérés, de bétaillères pour le transport des animaux et des tricycles améliorés. Elle s'inscrit dans le cadre de projets d'appui à la compétitivité de l'économie malienne, PASEM. Le point de la cérémonie de remise avec Ardu Matina et Sidi Kibalo. L'abattoir frigorifique de Sabalibougou-Kourani vient d'avoir du matériel dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne, PASEM. Un moyen très important qui facilitera le transport du bétail et de la viande dans le district de Bamako, puis contribuera à améliorer la qualité des services de l'abattoir et accroître la productivité. Le projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne, sous le leadership du ministre de l'économie et des finances, va mettre à la disposition de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou un important lot de matériel roulant comprenant 2 bétaillères pour l'acheminement des animaux à l'abattoir, 4 camions réfrigérés, 10 tricycles améliorés, 2 véhicules pick-up, 10 motos tricycles. Cet important matériel est mis à la disposition de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou pour mener à bien les missions qui lui sont assignées. Partenaire du ministère de l'économie et des finances, le PASEM, à travers ses gestes, entend garantir aux populations maliennes un accès durable à des produits de qualité. La remise officielle des équipements à l'abattoir frigorifique de Sabalibougou dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne constitue une traduction concrète des orientations de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui ont fait de la souveraineté économique et alimentaire un pilier fondamental de l'action publique dans un contexte sécuritaire et économique exigeant. Les équipements amélioreront la qualité des services de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou d'un coût global de 532 984 000 francs CFA. J'invite la direction et le personnel de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou à une meilleure gestion des équipements mis à sa disposition. Outre la remise des équipements, les ministres présents à la cérémonie ont aussi visité les réalisations faites par le PASEM dans l'enceinte de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou-Kourani. Entre autres, des incinérateurs pour brûler les déchets des animaux, des panneaux solaires, en passant par la dépotalisation des équipements. La 12e réunion du comité de pilotage gouvernement secteur pétrolier s'est tenue hier à l'approche du mois de Ramadan. La gestion du carburant et sa sécurisation est au centre des échanges. Les acteurs du secteur pétrolier affichent une unité de circonstances. La session était présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Le reportage est signé à Lucien Touré. Une lueur d'espoir à la pompe. Après des semaines de tension, le marché des hydrocarbures au Mali amorce un virage décisif entre le gouvernement et les opérateurs pétroliers. L'heure est à la consolidation. La 12e réunion du comité de pilotage tenue ce matin a accouché d'un plan stratégique pour éviter toute rechute alors que le mois de Ramadan approche à grands pas. Le premier défi reste Bamako. Si 2000 camions sont entrés sur le territoire depuis janvier, le flux venant de la Côte d'Ivoire frôle la saturation. Du 1er à aujourd'hui, nous avons fait entrer sur le territoire près de 2000 camions citernes. Ce qu'on peut constater aussi sur le marché, vous voyez que je ne dis pas que les fils dans les stations sont terminés, mais aujourd'hui les gens sont régulièrement approvisionnés et à peu près 70% des stations de Bamako sont en service.
Et je dis que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer et reconnaître ça pour les opérateurs pétroliers. Le second point, le maintien de la position. Nous comptons maintenir cette position jusqu'au mois de Ramadan, Inch'Allah, sinon même plus, parce que nous nous sommes engagés à mettre fin à la crise tant que les militaires continuent à escorter les camions pour venir. La seule difficulté qu'il peut avoir dans l'application de ces mesures, c'est au niveau du dépôt chargeur. Parce que nous avons appris que le dépôt chargeur, juste aussi, à Yamoussoukro, a atteint ses limites. Ils font le maximum, ils sont à 98% de leurs limites et ça ne suffit pas. Parce que la demande est très forte. Tout ce qu'on a provisionné sur l'axe, qu'on a mené par l'axe Sénégal, tout a basculé sur l'axe Côte d'Ivoire. Et du coup, la Côte d'Ivoire seule ne peut pas faire face à nos demandes. Plus au nord, le paysage est différent. Gao, Tombouctou et Kidal respirent grâce à une coopération renforcée avec le Niger. La situation au niveau de l'approvisionnement au niveau du nord du Mali est satisfaisante. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, le ministre nous accompagne au Niger pour notre source d'approvisionnement qui n'est que la SONIDEP. Le Mali ne se limite pas à Bamako seulement, l'approvisionnement c'est toutes les régions du nord et Bamako également. Donc chaque fois qu'il y a une réunion, le ministre nous associe à cette réunion pour qu'on parle également de l'approvisionnement au niveau des régions du nord. Pour le moment, nous avons déjà importé du carburant de SONIDEP pour Gao, Tombouctou. Kidal également, il y a du carburant. C'est le carburant qui vient du Niger qui approvisionne Kidal, qui approvisionne Meneka. Face à ces enjeux, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, mise sur 3 piliers. La sécurisation des convois par l'armée, la constitution obligatoire de stocks de sécurité et une innovation technologique pour contrôler la distribution. Malgré l'accalmie que nous constatons sur le front de la crise des hydrocarbures depuis quelque temps, le gouvernement reste mobilisé, déterminé à apporter une réponse définitive et un retour total à la normale par rapport à l'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers. Et à ce titre, il y a 3 problématiques que nous avons examinées ce matin. La première problématique porte sur la poursuite du respect des rythmes d'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers à travers des convois sécurisés par les forces de défense et de sécurité. La deuxième problématique que nous avons examinée est aussi extrêmement importante. Nous avons réfléchi sur la mise en place d'une application QR code de rationnement, de distribution du carburant dans les stations au niveau des pompes lorsque les files d'attente se créent. Cette situation va nous permettre d'assurer la maîtrise totale de l'approvisionnement au niveau des stations, mais aussi de contrôler les quantités effectivement livrées par utilisateurs afin que nous puissions avoir une gestion optimum des quantités de carburant qui rentrent sur le territoire national. Et la troisième problématique que nous avons examinée, elle porte sur la nécessité, l'urgence et même l'exigence de constituer un stock de sécurité commerciale de façon à faire face à des imprévus qui peuvent intervenir ou à des retards de convois qui peuvent être constatés au niveau de l'armée. L'engagement est pris. Les opérateurs économiques se disent prêts à jouer leur rôle de citoyens pour garantir un ramadan sans pénurie. Mais le succès de ce plan dépendra de 2 facteurs clés, la fluidité du corridor ivoirien et la vigilance constante des forces de défense sur les routes. La situation économique dans l'ensemble de la sous-région ne suscite d'aucune inquiétude. L'inflation est bien maîtrisée et la liquidité fortement améliorée. C'est ce qui ressort de la 4e réunion statutaire annuelle de la BCEAO tenue mercredi à Bamako. La réunion s'est également penchée sur l'impact du nouveau code minier du Mali et l'étude en cours pour donner un nouveau souffle aux petites et moyennes industries ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises. Eh bien, on en sait plus avec Sokona Kamisego. C'est un constat rassurant qui ressort de la 4e réunion statutaire annuelle de la BCEAO. Selon le comité de politique monétaire, l'inflation est bien maîtrisée dans la sous-région. Mieux, le taux dans le dernier trimestre est négatif. La stabilité globale de la sous-région s'est fortement améliorée et cette amélioration de la liquidité globale a permis donc justement aux banques de pouvoir faire face à la plupart des demandes de crédit, ce qui a permis de relancer notre économie, l'économie de la sous-région et d'avoir des taux de croissance supérieurs à 6%. On a des taux qui oscillent entre 6,5 et 6,6%,
ce qui est effectivement une très bonne chose. Donc à la suite de cela, les taux des crédits les taux d'intervention de la Banque centrale ont été maintenus. Et il faut rappeler également que les taux d'intervention des États et des banques au niveau de la BCEAO sont à la baisse aujourd'hui. Donc toute chose qui montre que la zone est dans un dynamisme. Un dynamisme qui se renforce de plus en plus et travailler à le maintenir reste un objectif commun. Déjà, les choses vont dans le bon sens avec l'impact du nouveau code minier et le contenu local. Pour renforcer la situation actuelle, un symposium national doit se tenir d'ici à la mi-2026 qui va réunir l'ensemble des acteurs du secteur. Particulièrement le secrétaire permanent au contenu local et l'ensemble du secteur des mines et tous les opérateurs susceptibles de pouvoir venir répondre aux besoins de l'industrie minière et également de voir comment vraiment les banques pourront en ce moment intervenir en appui pour pouvoir leur permettre d'assurer la satisfaction de ces besoins et transformer cette opportunité en une réalité économique permettant donc la relance de la croissance et tous les effets positifs que cela peut avoir. Avoir sur l'économie malienne dont l'un des piliers repose sur les petites et moyennes industries, les petites et moyennes entreprises. Pour leur faciliter l'accès au crédit, le ministre en charge de l'industrie et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali travaillent sur une étude. Une étude qui va nous permettre de voir comment renforcer et capitaliser davantage l'expérience que nous avons eue de ces centres et comment renforcer ces centres par l'implication des impôts, des experts, etc., des comptables, pour pouvoir permettre donc un accès plus facile de nos très petites entreprises au crédit bancaire. Donc tout cela dans le cadre donc du système ou du mécanisme d'appui au financement des PME que la Banque centrale a mis en place. La finalité est de renforcer le rôle des PME dans l'environnement économique national afin de promouvoir la croissance et d'améliorer le quotidien des populations. Ouverture mercredi dernier à Caille de la première session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance. 25 affaires, c'est 45 accusés pour des affaires allant des atteintes aux biens, aux crimes de sang et d'atteinte aux mœurs sont inscrits. Le point de la cérémonie d'ouverture de la dite session, c'est avec Balkissa Sadibou Chérifou Haïdara. À situation particulière, mesures particulières, les cours d'assises laissent désormais place aux chambres criminelles dans le jugement des affaires criminelles par le tribunal de grande instance de Caille. Dès l'entame de cette première chambre criminelle, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caille a fait le point des affaires inscrites au rôle de la session. Monsieur le Président, vous aurez la lourde tâche d'être non seulement les précurseurs de la chambre criminelle de Séan, mais vous vous pencherez sur 25 dossiers criminels et vous aurez entre vos mains le sort de 45 accusés pour des faits allant des atteintes aux biens, aux crimes de sang et d'atteintes aux mœurs. Nous, les avocats, nous avons été choisis pour défendre d'office les accusés. Il va arriver aussi qu'on défende des parties civiles. À tous mes confrères ici présents, je voudrais que les accusés, nos clients, qu'ils soient défendus en maintenant leur dignité. La chambre criminelle est qualifiée par le président du tribunal de grande instance de Caille comme l'une des innovations majeures consacrées par la loi numéro 2024-028 du 13 décembre 2024 portant code de procédure pénale en République du Mali. La chambre criminelle du tribunal de grande instance a l'avantage, contrairement à sa devancière, la cour d'assises, d'être une formation permanente. Sous cet angle, le traitement des affaires criminelles qui ressortent de sa compétence va connaître une célérité et le coût honoré des assises tombe. À l'antipode toujours de la cour d'assises, la chambre criminelle est essentiellement composée de magistrats professionnels, sans aucune présence d'assesseurs. Elle assure aux plaideurs le principe du double degré de juridiction, ce qui est une garantie pour ceux-ci, leurs affaires pouvant être examinées au fond à deux niveaux, le tribunal de grande instance et la cour d'appel avant la cour suprême. Ainsi, jusqu'au 27 janvier 2026, des magistrats professionnels en service au tribunal de grande instance de Caille vont traiter les 25 affaires reparties en crimes d'atteinte à la propriété et à la personne humaine, dont les atteintes à l'intégrité physique et aux bonnes mœurs.
Les ressources financières de l'Église catholique sont déficitaires. Conséquence, la perturbation des activités de l'enseignement catholique. L'information a été donnée à l'issue de la deuxième session ordinaire de la conférence épiscopale du Mali au titre de 2025-2026. Cette session de 4 jours élargie à la gestion administrative a permis aux évêques d'échanger sur les mécanismes susceptibles d'optimiser les ressources de la structure. Elle est aussi l'occasion d'inviter la population à soutenir les autorités dans la restauration de la paix et la cohésion sociale. Le détail, c'est avec Tchemoko Konati. La vie de l'Église catholique, une fois de plus, passée au peigne fin par les évêques du Mali. C'est à la faveur de cette deuxième session ordinaire de la conférence épiscopale au titre de 2025-2026. Session ayant pour centre de gravité la gouvernance administrative et financière, notamment dans le domaine de l'enseignement catholique. Dans un contexte de ressources limitées et de défis croissants, les évêques ont réfléchi ensemble aux moyens de renforcer une gestion plus responsable, transparente et durable des biens de l'Église afin de garantir la continuité de sa mission pastorale, éducative et sociale. Cette limitation des ressources, souligne le président, est tributaire du contexte des défis multiformes à l'échelle nationale sur les plans sécuritaire, économique, social et humanitaire. Toutefois, les évêques reconnaissent que des pas importants sont accomplis sur le chemin de la recherche de la paix grâce aux efforts du gouvernement et à la résilience de l'ensemble du peuple malien. Pour soutenir les efforts en cours, les évêques du Mali font de la prière leur leitmotiv. Mieux, ils invitent les uns et les autres, chacun à son niveau, à renforcer la résilience et à s'engager pour la paix et la cohésion sociale. L'Église catholique réaffirme son soutien constant à la nation à travers ses actions dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'action sociale, du dialogue interreligieux et de la promotion de la dignité humaine. Dans l'espoir de se retrouver pour la prochaine session, les évêques du Mali se quittent en formulant des vœux de santé et de prospérité pour le Mali à l'occasion du Nouvel An. Page nécrologie de ce journal, l'armée et la nation malienne est en deuil. Eh bien, le commandant à la retraite, Abdrahmane Traoré, un digne serviteur de l'armée, est décédé à Ségou. Commandeur de l'ordre national du Mali, il a été conduit à sa dernière demeure ce 20 janvier en présence des autorités régionales, les compagnons d'armes et les populations ségoviennes. Reportage signé Kandesila et Karamogo Traoré. Le commandant à la retraite Abdrahmane Traoré n'est plus. Il a été arraché à l'affection de tous, tout juste à la veille de la célébration du 65e anniversaire de l'armée malienne. Une armée qu'il a vu naître et servi tout au long de sa vie. Celui que les autorités régionales, les compagnons d'armes et les populations ségoviennes accompagnent à sa dernière demeure, fut incorporé en 1956. Commandant de l'armée malienne jusqu'à sa retraite, il fut, jusqu'à sa mort, le président des anciens combattants et celui des personnes âgées de Ségou. Incorporé dans l'armée française le 1er août 1956, il y servit jusqu'à sa libération le 1er octobre 1960. À cette même date, il fut repris au sein des forces armées maliennes, où le commandant Traoré poursuivit sa carrière militaire, a consacré près de 38 années de sa vie à la défense de l'intégrité territoriale et à la protection des populations. Aujourd'hui, la République du Mali perd un digne fils, les forces armées maliennes perdent un modèle et les anciens combattants perdent un guide. Le commandant Abdrahmane Traoré, pour nous, c'est un exemple, un homme sage, un homme qui aime son métier, un homme qui aime les jeunes et qui est un très bon conseiller. Je l'ai connu soldat. Jusqu'au grade d'officier, j'étais avec lui. Il nous a toujours donné des conseils. Il nous a encouragés à travailler, à aimer notre travail. Ancien combattant, il s'est occupé de tout le monde ici. Et sans les sous de quelqu'un, de sa propre poche, il dépensait pour aller
régler le problème des dossiers des éléments. Chevalier de l'Ordre national et commandeur de l'Ordre national du Mali, Abdrahmane Traoré a participé à plusieurs missions ou opérations, dont les opérations de sécurisation du nord du Mali en 1984 et les opérations de protection des populations et des axes stratégiques. Le vieux nous a enseigné la bonne éducation, le respect des autres, le sens de la vie même. Repos éternel à Abdrahmane Traoré. Amen. Paix à son âme. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de notre. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations.